Alors, peut-on encore parler de don d'organes dans le cas du don d'organes? C'est comme ça que je reformule la question que mon ami Dr Gakouba m'a donnée. Peut-on encore parler de don dans le cas du don d'organes? Il m'a envoyé, avec sa question un peu alambiquée, une blague, une plaisanterie. Si je meurs, je veux tout donner. Réponse, tu t'en fous, t'es mort. Eh bien, cette forme d'humour noir vient soulever une contradiction essentielle concernant le don d'organes dans le cas où le donneur est mort. C'est que la mort met fin à la vie et donc à la volonté, et donc à la satisfaction sociale qu'il y a à dire que l'on donne. Cette boutade n'est cependant pas qu'un jeu de mots sur la logique. C'est aussi l'expression d'une vision du monde. C'est une philosophie qu'on peut trouver chez Épicure. Dans la lettre à Ménécée, Épicure a recours à un syllogisme pour convaincre son lecteur de ne plus avoir peur de la mort. Il lui dit, puisque la mort n'est pas là, tu n'as pas besoin d'en avoir peur, et puis quand elle est là, de toute façon, toi, tu n'es plus là. Ce syllogisme peut-il guérir de la peur de mourir? J'irai plus loin, c'est que on a dans cette vision matérialiste la mort qui est la cessation de la sensation, qui met fin à la douleur, mais aussi à nos préoccupations sociales. Je veux tout donner. Je suis dans les préoccupations sociales. En fait, on voit qu'ici, il y a une raillerie dans cette boutade. Une raillerie qui concerne la prétention que l'on a à penser ce qu'on fera après la mort. Et la boutade rappelle ici le rire de Démocrite, c'est-à-dire ce philosophe matérialiste et profondément cynique. Démocrite, en effet, puis les cyniques, ils vont railler la posture de ceux qui veulent renvoyer une image d'eux-mêmes qui laisserait penser qu'ils sont supérieurs moralement aux autres. Moi, je veux tout donner. Ici, dans cette boutade, le rire fustige l'image que l'on veut renvoyer de soi-même. C'est-à-dire que le rire va dénoncer la prétendue la supériorité morale que revendique celui qui veut tout donner après sa mort. Donc, renvoyer un prétentieux à sa propre finitude est une façon de dénoncer l'hypocrisie qui se cache derrière l'ostentation morale. Et c'est ça la leçon des cyniques et des matérialistes. Cependant, s'il ne s'agit que d'affirmer le triomphe de la mort, là, ce cynisme n'est plus du tout philosophique, mais c'est une forme de nihilisme. Or, l'éthique est justement une volonté de dépasser le nihilisme. Alain Badiou, qui est un philosophe matérialiste et qui est un philosophe athée, a écrit un très beau livre qui s'appelle L'éthique, dans lequel il dit, si on veut comprendre ce que c'est que l'éthique, il faut lire Chalamov. Chalamov qui a connu les camps de concentration en Russie soviétique. Si vous avez la photo de Chalamov prise par la GPU dans les années 1920. À Chalamov, on pourrait ajouter bien sûr Robert Antelme, l'espèce humaine, et Primo Levi, si c'est un homme. Badiou nous dit, pour comprendre l'éthique, il faut lire Chalamov. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans Chalamov? On voit quelqu'un qui est réduit au dénuement le plus absolu, à qui on va nier son humanité et qui s'obstine dans son humanité. Alors qu'est-ce que nous montre la lecture de Chalamov? Eh bien, ça montre la capacité à résister à ce qui voudrait nous réduire à l'état d'animal ou à l'état simplement de cadavre. C'est l'obstination à demeurer humain qui fait l'humanité. Et ça, c'est pas une abstraction métaphysique, cette éthique-là. C'est une situation historique donnée, concrète, qui a révélé cette vérité. Selon Badiou, cette vérité, c'est que l'être humain se doit de devenir immortel. Pas au sens physique, mais au sens éthique. Éthique, nous dit Badiou, c'est l'affirmation de l'immortalité. Qu'à la fin, nous mourrions tous et qu'il n'y ait que poussière ne change rien à l'identité de l'homme comme immortel.
dans l'instant où il affirme qu'il est au rebours du vouloir être un animal auquel la circonstance l'expose. Encore une fois, Badiou est athée, c'est son choix. Il ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Il ne croit pas en la résurrection de la chair ni à la vie éternelle. Son propos est un propos éthique. L'éthique part du principe que la vie ne se limite pas à la sensation et que la mort ne se limite pas non plus à la cessation de la sensation. Donc, l'éthique ne se confond ni avec le droit ni avec la religion. Elle est paradoxale. Elle est paradoxale ou alors ce n'est pas de l'éthique. Elle va à l'encontre des évidences, à l'encontre du sens commun, à l'encontre du bon sens, ce qui fait consensus. L'éthique est forcément paradoxale, au-delà des préjugés. Elle affirme que ce qui fait l'humain, c'est sa capacité à devenir immortel. Elle affirme enfin la possibilité de l'impossible. Ce n'est qu'en déclarant vouloir ce que le conservatisme décrète impossible et en affirmant les vérités comme les désirs du néant qu'on s'arrache au nihilisme. L'éthique véritable s'oppose donc à l'éthique telle qu'elle est communément admise. L'éthique est du côté de la vérité, de la découverte, de l'audace et du paradoxe, et surtout pas du consensus. Badiou accuse l'éthique moderne d'être un nihilisme, c'est-à-dire de considérer l'être humain d'abord et avant tout comme une victime, c'est-à-dire comme un être pour la mort. À cela, l'éthique véritable doit lui opposer l'affirmation que de l'immortalité et la possibilité de l'impossible. La possibilité de l'impossible, c'est tout ce que toute refondation scientifique, toute rencontre amoureuse, toute découverte artistique, toute séquence politique d'émancipation mettent sous nos yeux. L'éthique, dans le cas du don d'organes, se déploie à partir des découvertes scientifiques qui bouleversent nos représentations. Si on revient au niveau de la plaisanterie initiale, tu t'en fous, t'es mort. Si on le prend au sens philosophique, on insiste sur la nécessité de dépasser le schéma habituel du don. Un donneur A qui donne à un donneur B. S'il y a anonymat, donc si A est mort, il ne peut pas donner physiquement ses organes. Si don il y a, il est donc en amont de la mort. Il faut donc ouvrir le cadre, analyser en réalité la situation sociale dans laquelle prend lieu ce don. Donc la situation sociale, mais aussi juridique, économique, culturelle, dans laquelle le don se fait. L'éthique, pour se déployer, doit intégrer une réflexion anthropologique, socio-économique et juridique. Sinon, elle ne pourra pas penser la spécificité du don d'organes. Sinon, elle parlera d'une morale abstraite, alors qu'elle doit parler à tous les acteurs concernés par le don d'organes. Les familles du donneur, le receveur et sa famille, les professionnels de santé, les juristes et les citoyens. Plus encore, cette éthique concernant le don d'organes doit être élaborée non par des prétendus experts extérieurs, mais justement par celles et ceux qui vivent cette situation, qui sont engagés concrètement dans la réalisation de ce don. Donc je me limiterai simplement à poser 3 questions sans prétendre y apporter une réponse satisfaisante, sans prétendre non plus limiter le champ d'investigation de ces 3 questions. L'éthique est le processus par lequel on traite les possibles d'une situation. Si on garde cela à l'esprit, les possibles d'une situation, justement, sont inconnus. On est face à de l'inédit, du nouveau. Le questionnement a vocation à rester ouvert. Donner ou vendre? Le corps est-il une marchandise? Donner ou être donné? Le donneur est-il un acteur? Choisir ou céder? Le don est-il volontaire ou contraint? Je ne peux pas y répondre définitivement, car la recherche évolue en médecine, en technologie, en droit et en sciences humaines. Ce que je puis exprimer, c'est le désir que ces découvertes participent à l'émancipation de tous et de chacun, c'est-à-dire qu'elles permettent le dépassement du nihilisme à l'heure où ce nihilisme du deal gagne politiquement et engage une guerre destructrice contre les savoirs. Donner ou vendre, le corps est-il une marchandise? Dans Les Misérables, on voit très bien ce que c'est. Fantine, qu'on voit ici, la mère de Cosette, pour nourrir sa fille, elle est obligée de vendre ses cheveux. Elle se prostitue, puis elle vend ses cheveux. Les cheveux, ça repousse.
Ça ne suffit pas, donc elle est obligée de vendre ses dents. Et les dents ne repoussent pas. Victor Hugo a donné au mot de misérable son sens moderne, c'est-à-dire son sens socio-économique. Avant, ça avait un sens métaphysique, chez Pascal, misère de l'être humain. L'être humain est misérable et que Dieu est tout-puissant. La misère, au sens socio-économique, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas sortir. On est tellement pauvre qu'on ne pourra pas s'enrichir. Et socialement, on est durablement marginalisé. Alors, qu'est-ce qu'une marchandise? Marx nous l'a appris, une marchandise, c'est d'abord un objet extérieur. Et toute activité productive est une dépense de force humaine. Donc, dans une marchandise, il y a de la force de travail. Ainsi, dans une société capitaliste, le travail est une marchandise. Donc, l'organe n'est pas une marchandise. Le donneur ne produit pas, en effet, son cœur, son foie ou ses reins. Un organe n'est pas, je cite, une dépense de force humaine. Ce qui est une marchandise, c'est le travail des professionnels de santé. Collecter, conserver, déplacer, greffer, ça, c'est un travail. Et c'est un travail qu'il faut, par conséquent, rémunérer puisque c'est une marchandise. Et rémunérer à sa juste valeur. C'est-à-dire, concrètement, qu'il va falloir revaloriser régulièrement. Un salaire, ce n'est pas être payé à l'acte. Sinon, ce serait indiquer que l'acte n'est fait que par l'appât du gain. Ce qu'il faut, c'est être payé au mois ou à la quinzaine, comme dans certaines sociétés. Dans le cas du don de sang, c'est ce que Richard Titmuss, dans les années 70, avait analysé. Il comparait le système anglais et le système américain. Le système anglais, c'était le don altruiste de sang, désintéressé, alors qu'aux États-Unis, les gens se faisaient payer pour cela. Et Titmuss nous dit, le sang est une marchandise fictive. Dans le système américain, ça ne fonctionne pas, justement parce que les gens le font pour des raisons qui sont des raisons intéressées. Donc, ils vont mentir. Alors que quand un Anglais donne son sang, il ne recherche rien. Et on est quelques années avant l'apparition du VIH. Donc, pour Titmuss, il est nécessaire d'interdire la vente du sang. Tandis que les libéraux de son temps, comme les libéraux d'aujourd'hui, disent, mais au moins, laissez-nous la possibilité de choisir entre la vente et le don. Or, on l'a bien vu avec Les Misérables, c'est pas un choix. C'est pas un choix de donner ou de vendre. Ce sont les conditions sociales qui nous obligent à cela. Dans le cas du don d'organes, ce qui est donné n'est pas une pièce détachée. C'est encore quelque chose de vivant, ou du moins pour quelques heures. Donc ce n'est pas une pièce détachée que je peux laisser en dépôt dans une casse ou dans un garage. Alors pour aller très vite, donner ou être donné, c'est-à-dire le donneur est-il un acteur? On se concentre très souvent, dans le cas du don, sur la motivation du donneur. Dans le cas du don d'organes, en fait, il faut envisager tous les acteurs. Le rapport entre le donneur et le receveur, on l'a vu juste avant, est en effet coupé. Le don est anonyme et inconditionnel, gratuit, sinon ce n'est pas un don. Le don, ici, est en réalité une chaîne. C'est le processus technique, thérapeutique, juridique qu'il faut analyser. Si on se limite aux motivations du donneur, on ne comprend pas ce qui se joue. Donc, le donneur exprime ses volontés avant de mourir, mais le véritable donneur, en réalité, c'est la famille. Alors, choisir ou céder, le don est-il volontaire ou contraint? Je continuerai en disant, le receveur contracte-t-il une dette? Est-il contraint de rendre quelque chose et à qui? Alain Caillé a parlé de la spirale du don. On reprend les 3 obligations de Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Alain Caillé va ajouter recevoir et rendre, oui, mais pas à celui qui nous a donné, puisque celui qui nous a donné est décédé. Maintenant, au sens politique, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? Steiner, Philippe Steiner, qui est un sociologue, a pris le cas de la Norvège et de l'Espagne en disant pourquoi est-ce qu'en Norvège et en Espagne, on donne plus? Il y avait une hypothèse culturaliste, c'est-à-dire, oui, le Norvégien, il est protestant, donc c'est ça, dans sa culture, il a plutôt volonté à donner. Et puis, l'Espagnol, vous savez, l'Espagnol, oui, il est plus généreux que le Français, qui est pingre. En réalité, pas du tout.
Pas du tout. L'hypothèse culturaliste ne tient pas. Donc, le détail, c'est que ce sont des politiques qui ont été mises en place, hein, notamment en Espagne, des décisions politiques où on va accroître la formation des médecins, on va privilégier les relations avec les institutions comme les églises, les médias, les associations. Ensuite, placer des équipes qui doivent impérativement être décentralisées, hein. Donc surtout pas centrées à Madrid, mais décentralisées, de manière à ce que la coordination se fasse à chaque étape. Cela a été mis en place dans les années 80 et au bout de 10 ans, les résultats ont été spectaculaires en Espagne. C'est donc une décision qui est une décision politique. Mais attention, quel est le rôle de l'État ici? L'État ne doit pas devenir comme le marché une espèce de Moloch, hein, qui prélèverait nos organes. Est-ce que le don d'organes serait en fait une collecte des organes et au fond un impôt déguisé? C'est ce à quoi il faut absolument s'opposer. Il est nécessaire pour nous de résister à cette tentation totalitaire qui dirait que nous ne serions que des boulons, que l'État pourrait récupérer au moment de notre mort. Là, ça, c'est du nihilisme. C'est de l'être pour la mort. La toute-puissance du marché et la toute-puissance de l'État menacent nos libertés politiques, nos libertés publiques, aujourd'hui plus que jamais, hein. Elles risquent de détruire tous nos comportements sociaux. Ce sont nos comportements sociaux, en fait, qu'il faut défendre. L'éthique rappelle justement que la société doit s'opposer à l'hégémonie du marché comme à l'hégémonie de l'État, sinon elle se délite. Don ou cessation d'organes. Je donne mes organes ou je les cède. Sans don, on l'a vu, il n'y a pas de société possible. C'est à nous de pérenniser le don, en commençant par rappeler sans cesse ce qu'est le don, et c'est ce qu'a très bien fait mon collègue. Le don est à la fois contrainte et volonté, l'un et l'autre. La dimension de contrainte, hein, c'est que la société se rappelle à moi. Je suis vivant, la société se rappelle à moi et je me dois de penser à la société même après moi-même. Dimension volontaire, j'exprime un choix avant ma mort, hein, un choix conséquent. C'est-à-dire que je prends conscience que la société me survivra et pour qu'elle survive, je dois participer au don qui la constitue comme société. Enfin, je donne l'exemple aux générations futures. Le don d'organes est donc pleinement un don. C'est véritablement un don, car nulle instance étatique ou nulle circonstance économique ne doit l'imposer. Philippe Steiner le dit, la gratuité doit s'imposer en matière de don d'organes. Le don d'organes doit donc rester un don. C'est ce pourquoi l'université doit se battre. Oui, je dis bien se battre. C'est un combat que l'on doit mener dans nos universités. Les professionnels de santé, les juristes, les enseignants et chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est un choix éthique et politique qui engage la survie de notre société. Je vous remercie.